Holy God, we Dieu are Saint, so nous thankful sommes si reconnaissants this pour evening cette soirée. that we gathered together Nous sommes réunis to pour begin your commencer Sabbath. ton sabbat. And Lord, we pray Et Seigneur, that you may bless nous each and prions every pour one que of tu us. puisses bénir chacun d'entre nous. May your Holy Spirit will Puisse ton Esprit Saint guide Elder Tess guider and speak through her. l'ancienne Thèse qui parle à We may travers learn elle, your truth. pour que nous puissions apprendre ta vérité à travers elle. May you bless each and Puisses-tu all of nous us. bénir Enlighten our minds tous, with whatever light that we are going que to tu discuss. éclaires notre esprit And encourage us, Lord, sur ce to que nous allons apprendre ce soir et encourage-nous live it and use it in our daily à life. la laisser, à l'utiliser dans notre vie quotidienne alors que nous nous préparons à ta We venue. thank you that you Je te remercie d'avoir pris soin de nous tous pendant la semaine and I believe that none of our members et je crois qu'aucun de nos membres ou même de nos familles is sick n'est or is malade hurting ou in ne that souffre en moment. ce We are moment. all okay. Nous allons tous Praise bien you et nous for te mercy and grace. louons pour ta miséricorde et ta grâce. Nous te remercions également de nous avoir entendus. Maintenant, nous demandons ces choses dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. One-sixth of the way through winter. Nous sommes à mi-chemin de l'hiver, ainsi juin. Some may not be counting, but I am. Certains ne comptent peut-être pas, mais moi si. I wanted to keep that Alors, portion je at the voulais beginning garder cette partie au début to say a few pour things dire certaines choses that are separate from our qui sont study. séparées de notre But étude, I think that it directly relates mais to je our pense study. qu'elle est directement liée à notre étude. Elle s'inscrit dans le thème de ce que nous avons étudié, en particulier l'article partagé la semaine dernière. Ce que je voulais partager, c'était quelque chose tiré d'un article paru dans The Atlantic il y a environ 10 jours, et l'auteur de The Atlantic, Jennifer Senior, et depuis de nombreux mois, interagit avec Steve Bannon. Elle lui a envoyé des SMS, l'a rendu visite. Bien sûr, elle ne partage pas son idéologie de droite, mais Steve Bannon n'est pas du genre à refuser toute forme de publicité, même s'il sait qu'elle peut être négative. Elle lui a rendu visite, lui a envoyé des SMS, il lui a retourné les textos, ils ont dialogué. Elle a rassemblé toute cette correspondance dans un article qu'elle a publié dans The Atlantic il y a 10 jours, qui est entièrement consacré à Steve Bannon. Il s'intitule American Rasputin, et il y a quelques points intéressants dans cet article qui est très long. Il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas partager. Il y a beaucoup de choses que je voulais partager, mais je ne voulais pas inonder les gens avec trop d'informations en ne sachant pas vraiment quoi lire. Et je dirais qu'il est impératif de lire et de regarder pour le moment certains articles. Je n'ai pas partagé cet article, mais il y a des parties que je voulais mentionner, surtout pour les personnes qui se sont intéressées au Gamergate. Alors, peut-être à la moitié de l'article, elle dit qu'elle n'arrête pas de repenser à tout ça. Et d'ailleurs, pendant ces mois, elle a été en contact étroit avec Steve Bannon, à tel point que lorsque le père de Steve Bannon est mort en janvier, il l'a invité à l'enterrement de son père. Je pense qu'il pensait que cette invitation agiterait à la publicité, un peu comme un coup de relations publiques. Elle est allée donc à l'enterrement de son père, à sa demande en tant qu'invitée. Il lui a donné beaucoup d'accès. Et comme elle a eu cet accès, elle l'a intégré dans cet article. Et elle discute de ce que Steve Bannon signifie pour l'Amérique, en particulier pour la démocratie américaine. Il est moins en vue depuis qu'il a été exclu de YouTube. Beaucoup de personnes d'extrême droite ont été retirées de YouTube et de Twitter. Il existe un certain silence. Ce silence peut être trompeur. Il peut donner l'impression qu'ils sont partis, mais ce n'est pas le cas.
D'une certaine manière, je ne critique pas du tout le fait de l'avoir retiré de YouTube, mais d'une certaine manière, ce retrait peut rendre plus difficile de les traquer. Mais c'est toujours une partie très active de l'extrême droite. Elle dit, il y a une scène qu'elle regarde en 2018, il y a une scène qui revient sans cesse dans le documentaire d'Errol Morris. Donc, Errol Morris, il a publié un documentaire sur Bannon et elle revient sur ce document et elle dit Bannon se souvient de ses journées à Hong Kong dans les années 2000 lorsqu'il travaillait pour Internet Gaming Entertainment. Il note combien il a été stupéfait de découvrir combien de personnes jouaient à des jeux en ligne multijoueurs et avec quelle intensité. Mais il décompose ensuite la situation pour Maurice en utilisant l'exemple d'un homme théorique nommé Dave dans la comptabilité fournisseur qui un jour tomberait de mort. Un prédicateur d'une église ou un type d'une entreprise de pompes funèbres qui ne l'a jamais rencontré fait un éloge funèbre de 10 minutes, dit quelques prières. Et ça, c'est le dev hors-line. Le dev en ligne, c'est une toute autre histoire. Dans le jeu, dev est Ajax. Et Ajax, c'est Jean l'homme. Ajax reçoit un caisson à sa mort et est emporté sur un bûcher funéral en furie. Le groupe rival sort et attaque. Il a littéralement des milliers de personnes là-bas. Dit Bannon, les gens sont chez eux à jouer le jeu et les gars ne vont pas travailler et les femmes ne vont pas travailler parce que c'est Ajax. Maintenant, qui est le plus réel, Bannon demande. Dev de la comptabilité ou Ajax? Ajax, réalise Bannon. Certaines personnes, en particulier les hommes mécontents, préfèrent activement les versions en ligne d'eux-mêmes et s'identifient mieux. C'est moi qui ajoute à ce point maintenant les versions en ligne d'eux-mêmes parce que les personnes en ligne d'eux-mêmes ne travaillent pas dans la comptabilité. Ils sont comme Bannon se réfère à Ajax, l'homme. Il a gardé cela en tête quand il a pris le contrôle de Breitbart News en 2012. Donc Steve Bannon a travaillé avec des jeux les multijoueurs en ligne tout au long des années en 2000 et il commence à réaliser ce qui se passe dans ces communautés en ligne. Et quand il reprend Breitbart News en 2012, il emporte avec lui tout ce qu'il a appris. Et il a décidé de développer la section des commentaires parce qu'il voit la section des commentaires comme les multijoueurs, les jeux multijoueurs. La section des communautaires, c'est devenu plus une communauté, dit Steve Bannon, que la ville dans laquelle ils vivent. La ville dans laquelle ils vivent. La vieille ligue de bowling, dit-il à Maurice. La clé de ces sites était la section des commentaires. Cela peut être utilisé comme une arme à un moment donné. Les voix en colère, correctement dirigées à un pouvoir politique latent. Si vous êtes demandé ces dernières années pourquoi les sections des commentaires sont si toxiques, Steve Bannon et d'autres ont délibérément développé la section des commentaires et créé ces voix en colère. Et comme Bannon le reconnaît, principalement les hommes mécontents dans le domaine du jeu. Il y a beaucoup de jeunes hommes. J'en ai parlé à Steve Bannon la deuxième fois que nous en avons parlé dans Warwame. Il parle fréquemment de 3 niveaux de participation. Le poste, le cadre et l'avant-garde. Cela ressemble pour moi à la gamification de la politique. Oui, répond Bannon, c'est exactement ça. Je veux que Dev de la comptabilité soit Ajax dans sa vie. Vous voulez... Il veut déplacer la section des commentaires et aussi la section des commentaires du jeu interactif. Vous voulez l'amener dans la réalité politique et c'est ce qu'il reconnaît dans les années 2000 et c'est ce qu'il a fait dans les années 2010. Et elle dit, mais c'est précisément ce qui s'est passé le 6 janvier. Les hordes en colère et hurlantes sont arrivées sous forme d'avatars réels, jouant le rôle de rebelles avec de la peinture faciale et de la fourrure. Ils ont pris l'assaut du Capitole alors qu'une armée ennemie tentait de les repousser. Ils ont porté leur propre version des caissons.
Ils ont sauté, ils n'ont pas été travaillés, ils ont exprimé leur indignation et leur incrédulité totale. Lorsqu'ils ont été emmenés en voiture, le fantasme et la réalité étaient devenus une seule et même chose. J'aime bien ce lien avec Gamergate parce que le Gamergate n'était pas un accident, ce n'est pas arrivé par accident ou dans une sorte de vide. C'est quelque chose que des gens comme Bannon avaient reconnu au cours de la décennie précédente et pour lesquels ils avaient travaillé. Et c'est un point d'éclair, c'est un flash qui montre ce qui est possible quand on utilise les sections de commentaires, surtout celles de l'aile droite, mais aussi les sections des commentaires en général, l'influence des médias sociaux, mais surtout ce qui s'est formé avec les jeux en ligne et la misogynie ambiante. Et ensuite, 2021, le 6 janvier, et je pense que son point de vue vaut la peine d'être considéré dans le contexte de Gamergate. Quelle part du cosplaying, quelle est la part de ces avatars de leur Ajax en ligne qui se cachent derrière la section des commentaires et cet anonymat. Et le désir de Bannon était de faire en sorte que ces personnes ne soient plus anonymes, d'apporter cet avatar anonyme et d'en faire une réalité. Ensuite, nous demandons la raison pour laquelle tant de personnes sont si choquées quand il y a des répercussions. Je voulais le mentionner, car le Gamergate a été un tel sujet, je pensais que c'était une observation ayant de la valeur. Juste pour identifier que rien de ce qui s'est passé autour de cette histoire ou du Gamergate, rien n'était un accident. Si nous n'avons pas de commentaires sur ce sujet, je voudrais revenir à cet article et le relier à l'article qui a été partagé la semaine dernière par Open Democracy sur l'accent mis sur la gauche sur Israël. Leur hyperfocalisation sur Israël et la Palestine. Parce qu'elle dit quelques autres choses dans cet article, des observations qu'elle a faites au fil des mois en étudiant et en interagissant avec Steve Bannon et sa communauté et son podcast. Elle fait quelques autres observations et je vais les utiliser pour revenir sur ce dont nous avons discuté. Nous avons quelques personnes qui ne participent pas ce soir. Si d'autres personnes ont des questions, veuillez lever la main dans le chat. Des questions, des pensées à partager, sinon je continuerai. Elle fait une autre observation, et c'est en lien avec l'antisémitisme. Alors, son podcast a été retiré de YouTube pour des raisons qui, je pense, peuvent être évidentes pour nous. Il existe existement sur Rumble, c'est une plateforme. Elle dit qu'il y a des dizaines de spectateurs en temps réel et ils font des commentaires en cours et elle commence à avoir un thème. Alors on va lire les commentaires de ce qui est dit sur cette plateforme Rumble. Alors Zelensky, juste un autre juif dégénéré, ces juifs continuent à apparaître lorsque les sociétés s'effondrent. Un autre individu, ce sont tous des individus différents. Le laboratoire de Unom est un laboratoire sioniste. Troisième personne, un hamburger sans sauce juive. Quatrième personne, les juifs détestent cette toute personne qui va à l'encontre de la machine financière mondiale. Cinquième, ce n'est qu'une question de temps avant que les juifs qui détruisent les personnes ne soient remarqués et expulsés. Le sixième, les juifs à gauche, les juifs à droite, coincés au milieu des juifs. Elle dit ces commentaires tous proviennent de différentes pseudos, soit dit en passant, sont sur Rumble qui diffuse l'émission de Bannon en direct et compte généralement des dizaines de milliers de téléspectateurs en temps réel. Je ne me suis même pas aventurée sur Telegram où je savais que les commentaires seraient encore plus nauséabondes. Je me suis habituée au bout d'un moment. J'ai aussi fini par m'y attendre. La rhétorique antisémite était la forme la plus abondante de laideur que j'ai vue de la part des commentateurs pendant l'émission, encore plus abondante que tout ce qui était raciste ou anti-immigrant. Et puis, elle l'aborde au sujet de ses commentaires parce qu'ils sont en train de dialoguer sur tout.
Mais il le nie et commence à énumérer tous les juifs avec lesquels elle a travaillé. Mais elle commence à chercher pourquoi. Et elle commence à le mentionner et à lui rapporter. Elle ne se retient pas. Les personnes qui reçoit sur ce podcast sont Marjorie Taylor Greene, l'une de ses invitées les plus omniprésentes. Il n'a cessé de l'inviter sur son podcast qu'après qu'elle ait pris la parole à une conférence en février où l'organisateur Nick Fuentes a joyeusement fait l'éloge d'Hitler. Ses convictions n'étaient guère un secret avant cela. En 2018, elle a partagé sur Facebook une vidéo affirmant que les suprémacistes sionistes essayaient de déplacer les Européens blancs avec des immigrants. En d'autres termes, la théorie du grand remplacement. Donc, même la théorie du grand remplacement, qui croit-on qu'il l'orchestre? Qui pense-t-on qui la planifie, la dirige? Les Juifs. Elle attire son attention sur quelque chose dont il est déjà bien conscient. Il est au courant de l'antisémitisme des personnes qu'il reçoit dans cette émission. Il y avait une autre personne dans cette émission. Une autre personne qu'il avait dans son émission, Steve Bannon, c'est Posobiec. C'est Jack Posobiec. Il le cache un peu, mais Jack Posobiec et d'autres personnes d'extrême droite, s'ils prenaient la parole et voulaient faire référence à un juif, ils le feraient de cette façon. Je vais me servir de ma personne en guise d'exemple. Par exemple, s'ils pensaient que j'étais juif et qu'ils disaient n'importe quoi, utilisaient n'importe quoi comme diapositive et qu'il y avait le nom de quelqu'un qui est tué juif dans cette diapositive, il l'écrirait comme suit. Entre trois parenthèses, le nom et trois parenthèses, ce qui est appelé un symbole d'écho. Il a particulièrement pris son essor en 2016 lorsque les antisémites ont commencé à l'utiliser pour identifier les juifs, en particulier les journalistes juifs. C'est devenu l'équivalent en ligne de taguer un individu avec des graffitis antisémites. Cette pratique a été très populaire au sein de l'extrême droite. Ils utilisent ces parenthèses pour créer un symbole d'écho autour du nom de toute personne juive, en particulier les journalistes. Alors, le centre américain Southern Poverty Law Center l'a interpellé à ce sujet. Il a été interpellé à ce sujet et en réponse, il a publié un selfie à l'extérieur d'Auschwitz et il a dit qu'il serait sage de se rappeler de ce qui s'est passé la dernière fois que les gens ont fait des listes d'indésirables. Il y a ce train antisémite à travers l'extrême droite. Ce que je veux que nous considérions, c'est l'antisémitisme. Donc, juste pour résumer, ce que nous avons fait au début, je suis allée à cet article. Je voulais que nous considérions le Gamergate, non pas comme un incident accidentel, isolé, mais comme une partie d'une histoire plus grande. Et cette partie de la grande histoire est liée aux jeux en ligne, ces communautés de joueurs, mais aussi la section des commentaires de Steve Bannon. Steve Bannon étant très attentif à tout cela et le fomentant délibérément. Et le 6 janvier est également lié à ces tentatives et à 2014. Et en utilisant le même article, je voulais approfondir et souligner l'antisémitisme dont elle parle dans cet article et combien il est prononcé au sein de l'extrême droite. Et puis ensuite, je voulais poser la question dans le contexte. Dans l'article partagé la dernière fois, je voulais poser la question sur Whoopi Goldberg et les commentaires qu'elle a fait au début de l'année sur The View. Donc, soyez honnête à ce sujet parce que l'Holocauste n'est pas une question de race, dit-elle. Elle dit, il ne s'agit pas de race, il s'agit de l'inhumanité de l'homme envers l'homme.
La co-animatrice Anna Navarro a fait remarquer, mais il s'agit de suprémacistes blancs qui s'en prennent aux Juifs, mais ce sont des groupes de personnes blanches, a dit Goldberg. Mais même dans ses excuses, elle est revenue sur ses propos. Elle a dit la plupart des nazis étaient des blancs et que la plupart des gens qu'ils attaquaient étaient blancs. Pour moi, je me dis, comment pouvez-vous dire que c'est une question de race, de racisme, alors que vous battez l'un contre l'autre? Donc, elle dit, ne m'écrivez plus, je sais ce que je ressens. Et je vais te croire sur parole et ne plus jamais te parler. Enfin, elle ne s'excuse pas vraiment. Elle est sûre dans son esprit que l'Holocauste n'était pas une question de race ou de racisme. Ce n'était pas du racisme. Et l'antisémitisme n'est pas du racisme pour elle, parce que ce sont des Blancs qui le font à des Blancs. Elle le dit essentiellement, qu'ils se sont battus entre eux. A-t-elle raison ou tort de dire que l'antisémitisme est une question de race? Tout d'abord, je veux demander si les gens pensent qu'elle a raison ou tort, et ensuite, je veux qu'ils la défendent de manière prophétique. Et si je n'ai pas de main, je trouverai des noms. Alors, Graham? Alors, je voulais souligner que dans l'article tu lisais au niveau de cette auteure, elle mentionnait également que l'antisémitisme n'était pas du racisme. Elle les a énumérés de manière très distincte. Donc, peux-tu répéter? L'auteur de l'article que tu lisais 2 minutes auparavant a également indiqué que l'antisémitisme était distinct du racisme. Elle semblait les énumérer de manière très différente. J'ai remarqué la même chose. Elle dit antisémitisme et racisme et etc. Oui, je pense qu'il y a une sensibilité autour du fait de qualifier l'antisémitisme de racisme. N'est-ce pas du racisme? Mais comment le sais-tu? Comment puis-je savoir que c'est du racisme? Parce que je ne pense pas que ce soit la couleur de la peau qui détermine qu'il s'agisse du racisme ou pas. Whoopi Goldberg semble avoir du mal avec ce concept. Elle semble essayer de désenvenimer la situation. Si tu dis non, je ne suis pas raciste, ou que ce qui s'est passé en Allemagne n'était pas du racisme parce que c'était entre deux personnes de la même couleur, c'est presque une tentative de désescalade. Je ne trouve pas de meilleur mot que désescalade. Est-ce que ça a du sens? Oui, je pense qu'il est assez problématique de suggérer que l'Holocauste était le fait de Blancs qui se battaient entre eux. Et je comprends la définition. Ce que tu dis de la définition, je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais je pense qu'il y a une raison prophétique derrière cet argument. Une raison forte. Molly? Je pense que c'était du racisme parce que ça mène au nationalisme. Oui, tu vois là ce nationalisme. Parce que je me souviens que tu as dit auparavant que le racisme mène toujours au nationalisme, au fascisme. Le nationalisme insiste sur l'identification des autres. Je ne vois pas comment il peut vraiment éviter d'en créer d'autres par rapport à la nation qui est ainsi célébrée. Donc, introduire le nationalisme, donc oui. Mais je veux dire, il y avait deux races différentes dans un même pays. Qui est similaire aux Afro-Américains aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont tous les deux dans un même pays, mais l'un croit qu'il a sa place et les autres, pas vraiment. La couleur n'a pas d'importance, c'était deux races différentes.
Graham, j'essaie de le ramener de manière prophétique. J'essaie de le comparer ou le contraster avec l'égalité des genres. Ici, vous avez deux groupes de femmes qui se battent l'une contre l'autre. Il faudrait parler de misogynie. Si un groupe de personnes utilisait un certain langage ou un certain comportement et comparer cette situation entre deux personnes de la même couleur et dire que ce n'est pas du racisme. Je devrais peut-être y réfléchir un peu plus, mais c'est une comparaison intéressante. Catherine? Dans l'histoire alpha, l'histoire des Millerites, le problème était la race. Et l'Holocauste est l'histoire alpha de la contrefaçon. Je les alignerai. C'est la contrefaçon de l'histoire alpha. L'autre point, je suppose que je vois ou que je relie la question de l'eugénisme qui a en quelque sorte lancé tout ce débat pendant la période millérite. On peut ensuite remonter jusqu'à certains de ces scientifiques allemands et la base de leur argumentation était une question de race. Ils affirmaient que ces différentes lignées d'humains étaient des races différentes. Je vois aussi cette connexion. Alors, nous allons dans la ligne Éden à Éden. Nous voyons le genre en Éden, puis le sabbat, Ève avec le genre, le sabbat avec Caïn, le racisme, le nationalisme, ou le début de l'esclavage organisé à ses débuts avec Cham. Et nous avons enseigné ces sujets depuis 2019 et puis nous voyons que l'esclavage est défait au temps de la fin, après 1798, et ensuite ces étapes fonctionnent à l'envers. Le premier sujet abordé le racisme, et ce, dans le contexte des États-Unis. Dans ce contexte, c'est l'esclavage. Puis nous avons dans le contexte de 1888, le sabbat, l'adoration. Ensuite, nous avons le contexte de 1989 à aujourd'hui, le genre. Mais nous savons que cette histoire millérite a été contrefaite. Lorsque Whoopi Goldberg a déclaré que l'antisémitisme n'était pas du racisme, j'ai su instantanément qu'elle avait tort, parce que notre message prophétique est très très clair. Le problème du racisme tel qu'il est compris et essayé d'être défait dans la société, pour le vrai, pour le peuple de Dieu, c'était l'histoire des Millérites et l'histoire post-guerre civile, puis l'histoire de la guerre civile de 1798 à 1863. Le vrai et la contrefaçon, mais si ce doit être contrefait, Satan a également besoin de faire revivre l'Église catholique et de faire en sorte que cette question surgisse au milieu d'un vaste problème systémique du racisme. Et ça, c'est l'Holocauste. Nous avons la préparation, puis la guerre civile, puis le vrai. Pour le vrai, l'Holocauste, pour la contrefaçon. Les deux, le vrai et la contrefaçon, sont cette question qui porte sur le racisme. Si l'antisémitisme, pas simplement de la manière dont il existe aujourd'hui, mais si nous retournons à l'époque de l'Holocauste, n'est pas une question de race, alors cela entre sérieusement en conflit avec notre éthique de la contrefaçon. Et oui,
je pense qu'elle peut être vue sans le message prophétique, qui est ce que les Lévites et les Nétinites ont besoin de comprendre. Mais l'aile gauche a ce problème. L'aile gauche a du mal à comprendre correctement l'antisémitisme. Et j'ai utilisé quelques illustrations en passant par Steve Bannon et son podcast et The War Room pour illustrer très brièvement à quel point l'antisémitisme est prolifique aujourd'hui. Mais même en remontant dans le temps, nous devons le voir comme du racisme. Je ne veux pas détourner l'attention de ce qui est le problème de test aujourd'hui. C'est le genre, le test aujourd'hui. Mais je pense que vous pouvez voir à mesure que nous avançons les problèmes de l'aile gauche. S'ils ne comprennent pas correctement ces questions, ils sont incapables de comprendre et de répondre correctement au sujet du genre. Il y avait 31 hommes qui ont été arrêtés, qui se préparaient à faire une émeute dans une Pride Valley. Et article après article, j'ai lu que les nationalistes blancs, les suprémacistes blancs et les racistes, encore et encore, étaient mis en avant. Il y avait 31 hommes. Ils se sont présentés pour faire une émeute à la marche des fiertés. Je pense que la question centrale que les médias de gauche auraient dû utiliser cette opportunité pour disséquer n'était pas le sujet du racisme. Il est là. Il peut être couvert ailleurs. Il peut être mentionné parce que ce sont des suprémacistes blancs. Mais le problème de fond que ces 31 hommes se présentant à une parade, une gay pride, est un problème de genre. Et je n'ai pas trouvé d'article que je puisse partager sur ce sujet car l'aile gauche semble immobile sur le sujet du genre. Et je veux que nous en voyions la raison. Et il nous faut comprendre, reconnaître que l'antisémitisme est prolifique dans l'aile droite. Cela n'a pas besoin d'être prouvé, mais nous devons voir que de nombreux membres de l'aile gauche ne croient pas que l'antisémitisme ait quelque chose à voir avec le racisme. Mais notre message prophétique nous enseigne fortement le contraire. Et maintenant, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil à l'aile gauche. Il y a un rapport annuel publié Alors, c'est la Ligue anti-diffamation. Désolée, j'ai oublié la signification de ADL. L'Anti-Diffamation League a publié un rapport en 2021 montrant qu'en 2020, il y a eu 2024 incidents antisémites. L'année dernière a vu le troisième plus grand nombre de rapports d'agression. L'année dernière était 2020. Pour eux, le troisième plus grand nombre de rapports d'agression, de harcèlement et de vandalisme à l'encontre des Juifs américains depuis que l'ADL a commencé à suivre ces données en 1979. Selon les experts, les récentes attaques proviennent plus que jamais de la gauche politique, de la politique de la gauche. Alors, j'aimerais maintenant parler d'un mouvement BDS. On va revenir sur le conservatisme dans un instant. Je vais encadrer le schéma de Eden Hayden. Je veux qu'on regarde au mouvement BDS. Alors, BDS signifie boycott, désinvestissement et sanctions. Boycott, divest, désinvest et sanction Israël. Il cherche à mobiliser la pression politique internationale et économique sur Israël en solidarité avec les Palestiniens. Dans le contexte de l'article qui a été partagé la semaine dernière, je voulais lire un autre article du The Washington Post. Cet article, il est tiré de Dana Milbank. Il est de gauche. C'est tous les contributeurs du Washington Post ne sont pas de gauche. Certains d'entre eux suivent Donald Trump. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a écrit beaucoup de choses qui valent la peine d'être écoutées
Il a publié un article qui a attiré mon attention cette semaine. Il a fait une pause dans ses attaques habituelles contre la droite et s'en est pris à la gauche. Il introduit ce mouvement, le mouvement BDS. Il s'intitule son article BTS, Détour vers l'antisémitisme de la vieille école. Il dit, ce mouvement qui vise à boycotter, désinvestir et sanctionner Israël et ceux qui y font des affaires a longtemps fait la part des choses entre s'opposer au traitement des Palestiniens par Israël et fomenter la haine des Juifs et de la culture juive. Mais aujourd'hui, l'un de ses affiliés a plongé tête baissée dans le sectarisme antisémite, les théories du complot et les invitations implicites à la violence. Mardi dernier, la branche bostonienne, donc c'est récent, du mouvement vaguement organisé a exhorté ses adeptes, comme elle l'avait fait plusieurs fois auparavant, à explorer un projet de cartographie interactive qui, selon elle, montrerait comment l'impérialisme, le racisme, le militarisme et le zionisme sont systématiquement liés dans nos communautés. Ils disent l'impérialisme, le racisme, le militarisme. Rappelez-vous, ce dont nous avons discuté à propos de l'extrême gauche, sont systématiquement liés au sionisme dans les communautés américaines. Il dit, il ne fait aucune de ces choses. Il ne montre pas comment ils sont connectés. Le projet de cartographie de promotion du BDS est la dernière manifestation d'un canular antisémite alléguant le contrôle secret et caché des Juifs et l'achat d'influence sur le monde universitaire, les médias, les entreprises, les organisations caritatives, les forces de l'ordre et plus encore. Le projet est, comme l'a dit le représentant Seth Moulton, un démocrate, une liste d'ennemis antisémites avec une carte jointe. Ces cibles vont au-delà des groupes sionistes habituels et incluent la Synagogue Council of Massachusetts, qui regroupe les congrégations libérales opposées au traitement des Palestiniens par Israël, le Conseil des relations de la communauté juive, dont le groupe affilié comprenne des survivants de l'Holocauste et des vétérans juifs de la guerre, le Jewish Art Collaborative, the Jewish Tent Foundation of Greater Boston et même G Street, un groupe d'inspiration juive libérale qui s'oppose ouvertement à la politique d'Israël envers les Palestiniens. Les créateurs de la carte, une folle collection de points colorés interconnectés, ont qualifié le projet de ressources permettant de recueillir des renseignements sur les agents d'oppression afin de former des propres réseaux de résistants. Ces entités existent dans le monde physique et peuvent être perturbées dans le monde physique. Nous espérons que les gens utiliseront nos cartes pour les aider à trouver les moyens de riposter effectivement. Et comment pourrait-il s'y prendre? Nous considérons la police américaine à tous les niveaux comme des institutions coloniales suprémacistes blanches qui n'ont aucun rôle dans nos communautés. Nous soutenons la non-coopération, l'autodéfense communautaire et la résistance sous toutes ses formes, répète-t-il, sous toutes ses formes. J'ai contacté à plusieurs reprises le Comité national palestinien, BDS, l'organisation qui se rapproche le plus de l'organisation de ce mouvement, pour poser des questions sur cet appel implicite à la violence sous toutes ses formes, et je n'ai reçu aucune réponse. Depuis près de 2 semaines qu'il est au courant de la carte de Boston, le BDS au sens large n'a manifestement pas réagi. J'ai également contacté le Council on American Islamic Relations, un groupe de défense de droit qui soutient BDS et avec lequel j'ai travaillé pour lutter contre le fanatisme anti-musulman. Et on m'a répondu que ce n'était pas un problème que nous traitions pour le moment. Pourquoi pas? Heureusement, certains leaders de la gauche se sont opposés à cette approche. La représentante Anya Presley, membre de l'escouade progressive, a déclaré à propos des mathématiques « Il n'est pas acceptable de cibler ou de rendre vulnérables les institutions des organisations juives. J'ai passé une grande partie de ces dernières années à condamner les théories du complot, les mensonges, la haine et la violence de la droite. Mais la bataille ne sera jamais gagnée si la gauche adopte les mêmes moyens. En termes d'ampleur de la menace, il n'y a pas de parallèle. La violence politique de droite est bien plus importante, tant en termes d'occurrence que de létalité que celle de la gauche. Il donne des exemples récents que nous connaissons bien, mais il y a aussi un homme qui, bouleversé par la fuite du projet d'avis de la Cour suprême annulant Roe versus
Wade a ourdi un complot pour tuer le juge Brett Kavanaugh avant de se rendre. Il n'y a pas de place dans la société pour cet acte, ni pour la rhétorique qui incite les instables à commettre des actes terribles, ni pour le mouvement BDS, s'il utilise la colère justifiée contre les politiques d'Israël pour fomenter des théories de conspiration antisémites et appeler implicitement à la violence contre les agents d'oppression, y compris les entités juives. Le projet de cartographie est ridicule dans sa tentative d'impliquer les Juifs. Il inclut Juif Boston, une publication des philanthropies juives combinées du Grand Boston parce qu'elle pousse la propagande qui glorifie Israël, comme Jewish Boston a aidé à promouvoir The Test of Israel 2022 qui mettait en vedette des restaurants de la région de Boston, servant et promouvant le paysage culinaire diversifié d'Israël. Il semblerait que ce soit alors la promotion de la propagande juive israélienne. La longue liste des groupes systématiquement liés aux supposés oppresseurs sionistes comprend l'AFL-CIO, Apple, Google, l'Institut de recherche médicale Berlin, Melinda Gates, le Boston Globe, la ville de Boston, les démocrates, les sénateurs, le FBI, la brasserie Arbonne, le centre d'études du Moyen-Orient de Harvard, Pfizer et Modern, une collection interminable d'entreprises, universités, de services de police et apparemment tous les groupes juifs sous le soleil. Si le mouvement dans son ensemble n'est pas prêt à intervenir à condamner ceux qui parmi eux alimentent les théories conspirationnistes antisémites et la violence contre les juifs, alors le BDS ne sera rien de plus qu'un déchet. Ce qu'il met en avant et ce qu'il dit, c'est qu'il a passé des années à cibler l'aile droite et qu'il ne va rien défaire de tout cela. Mais si l'aile gauche emploie les mêmes tactiques, alors rien ne s'améliorera. Jamais. C'est spécifiquement autour du sujet de l'antisémitisme. Il y a un besoin de voir, comme l'article qui a été partagé la semaine dernière, pourquoi il y avait un État juif en premier lieu. Alors, ce mouvement BDS est problématique depuis longtemps. Je vais partager sur Twitter. Certains de leurs partisans les plus actifs. Ilhan Omar, grande victoire pour le mouvement pour BDS. Allons-y, dit-elle. Un autre tweet, juste pour faire le point. Cela vient de la page de Twitter BDS. Rachid Talib, le deuxième membre du Congrès américain à soutenir publiquement le mouvement BDS pour les droits des Palestiniens. Merci Rachida et Ilhan Omar de vous tenir avec nous du bon côté de l'histoire. Nous faisons partie d'une voie croissante pour la liberté, la justice et l'égalité pour tous. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est typique de l'idéologie de l'extrême droite, de la liberté, de la justice et de l'égalité pour tous et de la vision étroite qu'ils en ont. Je ne passe pas par tout ce chemin pour amener le racisme au centre du message de ce mouvement. Il y a une raison pour laquelle nous devons considérer le sexisme comme le test de la loi du dimanche, le test interne et externe. Mais lorsque nous abordons les deux flux d'informations en 2018, il n'est pas possible de se lancer dans la dissection des deux sources d'informations sans comme nous avons dû le faire immédiatement, commencer à faire la guerre des théories du complot. Parce que l'antisémitisme est l'élément constitutif de presque toutes les théories du complot aujourd'hui depuis des centaines d'années. Et cela est en lien avec la politique étrangère. Et alors que nous... j'espère qu'en enquêtant sur ce sujet et en le disséquant, nous pourrons comprendre qu'il fait ce que cela fait au sujet de l'égalité des genres, de l'égalité des LGBT.
Going back to June 2019, Alors, remontant à juin the 2019, same author, le même auteur, Washington Post, par le has Washington another Post, article, and again he takes on the squad, specifically Rashida Tlaib. alors, And he il recognizes s'attaque à elle, that Rashida she, Tlaib, more than any other, has been et victim il of reconnaît qu'elle est la Trump's victime hateful de tactiques haineuses de Trump. tactics. And yet he Et says, pourtant, why is she dit-il, then pourquoi using his playbook utilise-t-elle against ensuite son others? livre de jeu contre On d'autres personnes? August the 1st, Le, Tlaib announced le that she 1er had identified how Israel's occupation of août, Palestinian land cette, really interacts with the treatment of Rachid black men. Tlaib a annoncé qu'elle avait identifié comment l'occupation par Israël des terres palestiniennes interagit réellement avec le traitement des Noirs américains. Couper l'eau aux gens, c'est de la violence. Ils le font de Gaza à Détroit, a-t-elle expliqué aux socialistes démocrates d'Amérique. Les structures dans lesquelles nous vivons actuellement sont conçues par ceux qui exploitent le reste d'entre nous pour leur propre profit sur des questions allant des droits de l'homme aux soins de la santé. Faisons un geste de séparation avec ses mains. Elle a poursuivi. Si vous ouvrez le rideau et regardez derrière le rideau, ce sont les mêmes personnes qui font de l'argent et oui, ils le font sur le racisme. Alors, ces troupes antisémites ont été utilisées contre les Juifs depuis des générations. Si ce n'était assez clair, sachez qu'ils opèrent à la fois à Gaza et à Détroit. Et seuls les Juifs répondent à cette description. Tlaib a poursuivi en disant que les exploiteurs ont fait des profits records pendant la pandémie, une théorie du complot antisémite populaire sur le web. Elle a été prononcée par Jonathan Greenblatt, chef de la Ligue anti-diffamation et ancien fonctionnaire de la Maison-Blanche Obama. Nous avons déjà entendu ces affreux sifflements de chiens antisémites, mais ils sont effrayants lorsqu'ils proviennent d'un membre du Congrès. Je veux mentionner certaines choses auxquelles le mouvement BDS croit. Alors, certaines de leurs convictions, si je devais suggérer des lectures pour considérer cela, ce serait ADL, la Ligue anti-diffamation. Ils ont publié un article le mois dernier, le 5 avril, et tout l'article énumère les discours troublants des candidats de gauche de 2020 sur Israël. Il passe en revue les candidats de gauche et leur position sur Israël, que cette ligue qualifie de profondément troublante. Le mouvement BDS est quelque peu désorganisé, ils le font délibérément. Mais quand nous regardons les opinions qu'ils ont, mais aussi celles de Rashida Tlaib ou de Ilnar Omar, ce à quoi elles ont adhéré, ce qu'elles ont promu dans le passé. Je ne veux pas aller plus loin pour le moment. Et si les gens ont des questions ou des commentaires, nous pouvons le faire parce que nous allons revenir sur les mêmes sujets. Comme je l'ai dit, c'est une étude circulaire, mais ils ne proposent pas une solution à 2 États. J'espère que nous pouvons le voir. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il devrait y avoir la libération de la Palestine jusqu'à la mer. Ce qu'un leader principal a dit, ce n'est pas un État de 2 États. Ils veulent la dissolution d'Israël en tant que nation. C'est ce qui est proposé ici. Je ne pense pas que j'irai plus loin dans l'explication de ce point aujourd'hui. On reviendra. Et je veux l'ajouter à ce qu'on a déjà partagé par rapport à ce dernier article sur le haut-commissaire de l'ONU. Il traite d'un courant important au sein de l'aile gauche et de sa position vis-à-vis d'Israël. Et je voulais ajouter à ce deuxième article celui de The Atlantic qui montre l'antisémite de l'aile droite et l'horreur du problème aujourd'hui. Revenir sur les commentaires de Whoopi Goldberg il y a quelques mois et sur une partie de l'aile gauche qui ne croit pas qu'il s'agisse de
racisme. Montrer pourquoi elles ont prophétiquement tort, puis lié à l'aile gauche et plus précisément à ce qu'on appelle l'escouade, parce que je vais mettre l'escouade à l'extrême gauche. Aussi, il y a quelques problèmes avec la faction de Bernie Sanders. Avons-nous des réflexions, des commentaires jusqu'à présent? Alors, Joséphine. Dans l'article, on utilise le mot impérialisme unidimensionnel. Can you just go over and explain that a little bit more in the context of what we're Est-ce que doing? tu peux revenir en arrière et l'expliquer davantage dans le contexte de ce que nous faisons? C'était dans l'article partagé la semaine dernière. C'est dans l'article Singing Out Israel. Mais si je nous éloigne du sujet, de ce que tu veux nous dire, on peut le mettre en attente. Je ne veux pas entrer trop dans l'article parce que je veux les combiner à la fin pour faire quelques points. Alors, je crois que... Alors, attendez, je crois que je l'ai trouvé. C'est l'avantage d'avoir un PDF. On peut faire une recherche de mots. J'ai trouvé l'endroit. Alors, il commence. Aussi important que ces changements aient été, cependant, une tendance contre-productive a également gagné du terrain. Une tendance qui peut être caractérisée comme un anti-impérialisme unidimensionnel. Il s'agit d'une perspective sélective et profondément essentialiste qui constitue une curieuse version de l'eurocentrique. Ils pensent que l'impérialisme est un phénomène exclusivement occidental qui émane inexorablement des capitales occidentales. Et ensuite, ils voient l'impérialisme comme la seule source des maux du monde. Évidemment, tout cela a des implications importantes lorsque nous disons, en tant que féministe radicale, que le genre est la forme la plus profonde, la plus ancienne forme de discrimination aujourd'hui, et quand nous parlons de l'étendue des maux qu'elle crée dans le monde. L'une des excuses utilisées par la Chine pour nier ou justifier son génocide des Ouïghours est l'idée qu'elle ne peut pas commettre de génocide. La Chine ne peut pas être raciste car les Chinois ne sont pas des Européens de l'Ouest. Ils ne sont pas blancs dans ce contexte. La Chine a très délibérément utilisé cet argument exact en affirmant que l'impérialisme est un phénomène occidental. Je pense que ce que dit cet article, c'est que certains membres de la gauche sont d'accord avec la Chine. Si je peux utiliser Max Blumenthal encore, est d'accord avec la Chine, c'est pourquoi il est incapable de condamner Bachar el-Assad, de condamner la Chine pour le génocide. Si j'utilise la Chine comme exemple, est-ce que ça a du sens pour toi, Joséphine? Est-ce que tu peux répéter un peu plus sur la Chine? L'auteur de cet article dit que les factions de l'aile gauche dont nous avons parlé, l'extrême gauche, il y en a bien plus que ce qui est listé sur le tableau. Ils considèrent l'impérialisme comme la seule source des maux du monde et ils considèrent que l'impérialisme, le colonialisme moderne, est aussi un phénomène purement occidental. Le reste du monde est incapable d'impérialisme. Le reste du monde est incapable de ce comportement qu'ils identifient et qui condamne à l'Ouest. La Chine utilise cet argument. La Chine a utilisé
comme une défense le fait que parce qu'elle a souffert du colonialisme dans le passé, parce que certains de ses membres ont connu le racisme dans le passé, elle ne peut pas être accusée d'être impérialiste aujourd'hui. Elle ne peut pas être accusée de commettre un génocide. They cannot be accused of committing genocide. And someone like Max Et une personne comme Max Blumenthal, c'est là qu'il est d'accord avec la Chine, c'est là qu'il est d'accord avec la Russie, c'est là qu'il est d'accord avec la Syrie. Il y a beaucoup de critiques sur l'impérialisme de l'Ouest, mais il arrive au point où lui et beaucoup d'autres nient que le génocide ouïghour a lieu, a eu lieu. Est-ce que cela a plus de sens? Ils disent que c'est un phénomène purement occidental et ils disent que c'est l'unique source des maux du monde. Et c'est le point de vue d'une grande partie de la gauche, soit dans une large mesure, soit parfois dans une moindre mesure. Ils vont condamner Israël, se concentrer sur Israël parce qu'ils voient l'impérialisme d'Israël. Et il dit, je veux souligner quand il parle de misogynie, de patriarcat, d'autres questions, qu'ils sont des positions secondaires ou qu'ils ignorent complètement, et surtout la misogynie. Où condamnent-ils la misogynie? L'extrême gauche, parce que je pense qu'ils devraient examiner de près la vie des femmes palestiniennes. Je l'ai fait, je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, et les nuits où je continue à le faire, mais ils n'ont pas cette attention. Si nous suivons un message prophétique, nous nous heurtons inévitablement à ces éléments de l'aile gauche. Et mon problème, c'est que nous nous affrontons c'est que nous affrontons aussi ce problème au sein de ce mouvement parce que cette mentalité, cette idéologie s'est manifestée dans le camp de Bernie Sanders chez de nombreux commentateurs sociaux qui en parlent aujourd'hui. C'est beaucoup plus populaire de parler de racisme. Je pense que c'est souvent du journalisme très paresseux. Il est plus facile de faire comprendre aux gens que 31 hommes sont une très mauvaise nouvelle si nous le prenons comme un problème racial plutôt que de prendre le temps de disséquer pourquoi il y avait 31 hommes et pourquoi ils étaient à une Gay Pride et voir souligner l'homophobie profonde. Tous ces sujets sont liés aux gens qui se croisent avec cet incident. C'est un mélange de paresse, mais il y a aussi une perspective déformée des questions qui sont au cœur du problème que nous traitions. Tout cet exercice sert à le voir. C'est pourquoi j'ai partagé l'article du haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU il y a 2 semaines, parce qu'il a fait cette remarque. Les droits de l'homme sont-ils universels ou non? Ou sommes-nous en train de dire que certains droits de l'homme universels sont universels et d'autres droits sont culturels? Et très peu de personnes à gauche sont prêts à dire que les questions raciales sont culturellement relatives. C'est une autre histoire lorsqu'il s'agit du genre. Nous faisons tout pour ramener la question. Nous faisons toutes ces études pour ramener la question du genre. Et pourquoi Hillary Clinton devait être la candidate en 2007? Parce qu'il fallait que ce soit Hillary Clinton. Parce que pour Max Blumenthal, c'est une néoconservatrice. Il est catégorique. Elle est aussi mauvaise. Elle est une aussi mauvaise nouvelle que George Bush. Pas meilleure que George Bush. C'est une néoconservatrice. Pour beaucoup, au sein de l'aile gauche, ils ont plus de temps pour Steve Bannon que pour Hillary Clinton. Pourquoi elle la déteste? Pourquoi Dieu l'a-t-il choisie? Pourquoi est-elle l'incarnation du test de 2016 sur l'égalité? Si les gens suivent cette voie de l'aile gauche, ils arrivent à une position, ils sont incapables de disséquer l'égalité des genres. Quand nous sommes si proches de la loi du dimanche, nous sommes proches
Et quand nous sommes aussi proches de la loi du dimanche et que nous ne pouvons pas passer au crible l'aile gauche, autant être tombés en 2016. Nous n'atteignons pas l'objectif de l'égalité des genres. Nous ne comprenons pas l'importance des droits humains universels dans le contexte de l'égalité des genres. Nous devons voir ce qui ne va pas avec l'aile gauche. Est-ce que c'est bon pour toi, Joséphine? Oui, merci d'avoir clarifié beaucoup de choses dans mon esprit. Je t'en suis très reconnaissante. Alors, Nancy Pelosi a dû se battre contre l'escouade et je pense qu'il a été trop facile dans le passé de dire que l'équipe se bat pour l'égalité. Et puis, il y a les centristes et sur certaines choses, ils sont centristes, sur certaines choses, ils font de mauvaises choses. Nancy Pelosi, Joe Biden, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je dirais qu'en fin de compte, le groupe ne fait rien pour l'égalité des genres aujourd'hui. Hillary Clinton était la réponse prophétique. Donc, suivons-nous la prophétie ou suivons-nous ce qui est populaire à gauche? Je n'en dirai pas plus sur le mouvement BDS ou sur l'antisémisme actuel, mais je répète, ce qu'ils veulent, c'est la dissolution d'Israël en tant que pays. Et l'article que j'ai partagé, ils disent pourquoi ils pensent que c'est nécessaire. Le projet impérialiste sur lequel ils considèrent que l'État d'Israël a été créé et qu'ils reconnaissent ou non l'antisémisme est le problème qu'il a existé et existe encore aujourd'hui. Si nous voulons parler du racisme comme d'un problème dans cette histoire, en 1888, pourquoi les conservateurs américains ne veulent pas seulement instituer une loi du dimanche, mais aussi changer la Constitution? Pourquoi la Constitution? Parce qu'un petit groupe d'adventistes du 7e jour américain, probablement pour la plupart nés et élevés aux États-Unis, n'a jamais été la cible en 1888. Ils doivent changer la Constitution parce que la loi du dimanche s'occupera des Juifs. Un changement de la Constitution s'occupera des catholiques. Ils sont contre l'immigration. Ils essayent de protéger leur Amérique, leur classe culturelle des immigrants juifs et des immigrants catholiques irlandais. C'est l'histoire de 1888. Vous pouvez voir ce racisme jouer tout au long de cette histoire. Mais nous sommes revenus sur ce sujet pour une raison et nous n'arriverons pas au point du genre à moins de voir qu'en 2016, il y a Hillary Clinton et Bernie Sanders. Et il n'a jamais été la solution Bernie Sanders. Pas seulement lui, mais aussi Ilham Omar, Alexandrie AOC n'ont jamais été la solution. En fait, quand il s'agit de l'aile gauche, ils deviennent très rapidement une partie du problème lorsque nous sommes si proches de la loi du dimanche. Alors, Graham, il semble qu'avec l'exemple que tu as donné sur le mouvement BDS ou l'extrême gauche, que tu as identifié que leur antisémitisme est dû à ces théories du complot. Et les théories du complot sont un outil utilisé tant par l'aile gauche que par l'aile droite. Et la façon dont elles sont utilisées, en particulier dans le cadre de ce que nous étudions, est d'accroître cet écart d'égalité des genres. Est-ce que je comprends bien? Oui, si je te comprends bien, je pense que la citation à laquelle Joséphine nous a amené, je comprends le point de l'intersectionnalité et je vais discuter de l'intersectionnalisme. Mais je crois en l'intersectionnalisme, mais il y a une raison pour laquelle c'était Hillary Clinton, la gauche. Combien de femmes ont été abusées, torturées, violées, tuées dans la guerre d'Assad, dans la guerre de Poutine?
Qu'est-ce que Max Blumenthal a à dire à ce sujet? Jetez un coup d'œil à la vie des femmes palestiniennes. Ce n'est pas une histoire facile. Elle n'est pas facile à comprendre non plus parce qu'il y a très peu d'informations, parce qu'il n'est pas normal dans leur culture et leur société d'aller voir la police. Il faut s'en occuper à la maison. Une grande partie de cette activité est profondément secrète. Mais où sont les commentaires? C'est le reflet de l'attention qu'ils portent à ce qu'ils pensent être le problème majeur aujourd'hui. Unidimensionnel, l'anti-impérialisme, une perspective sélective et profondément essentialiste qui croit que l'impérialisme est un phénomène exclusivement occidental et considère l'impérialisme comme la seule source des maux du monde. Elle relègue les sources d'oppression. Je pense que quand on va vers la gauche, plus vers la gauche, on les ignore complètement. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'attachement excessif de la gauche à Israël. Ce n'est pas que nous ne comprenions pas les besoins des Palestiniens, mais il faut les replacer dans leur contexte. Si vous le sortez du contexte, vous prenez tout ce qu'ils ont à dire et leur point de vue surtout, et si vous le sortez et que vous regardez à la réalité, ça ne correspond pas à notre message prophétique. Ça heurte déjà ici. Il y a 80 ou 100, à 100 ans. Est-ce que c'est bon, Graham? Yes, that's good. Thank you. Alors, je vais citer de nouveau ADL dans son article sur les candidats de la gauche qui tiennent un discours troublant sur Israël. Ils disent en conclusion, je nous encourage à lire réellement ce qu'ils mettent en évidence. La suggestion que l'État juif ne devrait pas exister, un appel presque jamais adressé à notre pays, est souvent un résultat de l'allégation de suprématie blanche. Intimider qu'Israël ne devrait pas exister serait menaçant pour toute la communauté. Toute communauté à qui vous dites qu'elle ne devrait pas exister, mais c'est profondément déstabilisant pour la majorité des Juifs américains qui se voient rappeler les objectifs d'anéantissement de l'Iran, du Hezbollah et du Hamas et qui entendent les échos d'appels vieux de plusieurs siècles à l'expulsion des Juifs des régions du monde entier. Alors, il y a cette constante qui n'appelle pas une solution à deux États. Ils appellent à la fin de l'État juif dans son intégralité. Et si nous pensons que c'est assimilable, que les péchés d'Israël peuvent être comparés à certaines des choses qui se produisent dans d'autres communautés, alors je suggère que nous retournions en arrière et que nous lisions ce que l'Iran a dit sur Israël, ce que Hezbollah a dit sur Israël, ce que le Hamas a dit sur Israël et sur les Juifs. Si vous voulez supprimer toute protection pour ce pays, alors je suis désolée, vous allez connaître 6 millions de morts supplémentaires. C'est la réalité de ce qui se passerait. Je pense que c'est une quantité incroyable d'ignorance. Le fanatisme, la bigoterie et le racisme existent dans l'ignorance. Des millions de personnes, la grande majorité de l'aile gauche, reconnaît que le racisme peut exister par l'ignorance. Et il n'y a aucune excuse à l'ignorance sur l'antisémitisme. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de l'antisémitisme le point central de notre message prophétique. Ce n'est pas le cas, mais ces personnes sont incapables de faire face au sexisme, à l'égalité des genres dans le monde aujourd'hui à cause de ces problèmes qu'elles ont. Il nous reste que quelques minutes. Il n'y a aucune main qui se lève. Je ne m'étendrai pas davantage sur le paléoconservatisme ou le néoconservatisme aujourd'hui. Je rappellerai que la raison pour laquelle cette faction de l'aile gauche s'accorde avec la portion de l'aile gauche
avec la partie même de l'aile droite qui forme la loi du dimanche, vous allez voir Steve Bannon, vous allez voir Tucker Carlson, les voix de droite qui nous poussent vers la loi du dimanche. Ces voix sont celles avec lesquelles cette faction de l'aile gauche accorde. Elle s'unifie. Pourquoi cette faction de l'aile droite? C'est parce que l'extrême gauche est anti-impérialiste. C'est parce que la droite est isolationniste. Et l'anti-impérialisme et l'isolationnisme ne sont pas différents. Ils sont différents dans leur motivation. Cette haine de l'impérialisme américain, parce qu'ils croient que c'est la source de tous les maux du monde aujourd'hui. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on est censé faire? Par exemple, quand nous prenons les États-Unis, la Russie, je l'ai déjà dit dans le passé, c'est comme un globe. Et il y a un pôle sud et un pôle nord. Et il y a le roi du sud. Donc Donald Trump, il ressemble à Donald Trump, il ressemble à Vladimir Poutine. Donc ce sont des pôles opposés, ils se ressemblent. Donc là, on compare. Mais il ne s'agit que d'une seule application. Ensuite, vous avez les États-Unis qui égalent. Les États-Unis égalent le pays glorieux. Vous ne pouvez pas le dire au sujet de la Russie. Donc, qu'est-ce que cela? En haut, c'est une comparaison. En deux, c'est un contraste. Et c'est quelque chose que l'extrême gauche ne fait pas. Ils l'ont effacé. L'aile droite ne le fait pas. Aucun des deux n'est capable de comparer, de contraster correctement. L'extrême gauche peut comparer les États-Unis avec la Russie. L'extrême gauche, cette faction de l'aile gauche dit les États-Unis ne sont pas meilleurs que Vladimir Poutine. Les États-Unis ne sont pas meilleurs que Bachar el-Assad. En fait, Assad a l'air vraiment bien comparé à cet Occident impérialiste. Les États-Unis ne sont pas meilleurs que la Chine. Ils font toutes ces comparaisons. Bernie Sanders se lève au Congrès et dit « Vous voulez attaquer les oligarques russes, les oligarques russes, les États-Unis ont des oligarques. Peut-être que pendant que vous vous plaignez de toute la corruption des oligarques russes, peut-être que le Congrès devrait condamner les oligarques des États-Unis. Ils font bon usage, il fait bon usage, Bernie Sanders, de la comparaison, mais que se passe-t-il quand on ne fait pas de contraste? Parce qu'on sait que les oligarques opèrent dans un état profond. Ils contrôlent les médias. Mais attendez une minute. The Washington Post est détenu par un oligarque américain. Attendez une minute. Si les oligarques russes sont comme les oligarques américains, peut-être qu'il y a un état profond. Et ce qui se passe, c'est qu'il existe une véritable ligne entre les superstars de Bernie Sanders et QAnon. Que se passe-t-il? Comment ça se passe? Il faut comparer et contraster. Les États-Unis ont un problème avec les milliardaires. Je n'aime pas beaucoup le travail d'Elon Musk non plus, mais il y a un contraste entre Elon Musk et un oligarque russe. Une traînée de cadavres en fait partie. Mais il peut comparer, mais il ne peut pas contraster. Est-ce que cela permet à la gauche, et ce que cela permet à la gauche de faire, ce sont des problèmes majeurs de politique étrangère. Mais quand vous ramenez cet élément aux gens, ils sont incapables de s'attaquer au sexisme mondial, surtout quand la loi du dimanche doit descendre au niveau le plus profond de la culture. Les cultures du monde entier ne font pas exception. Tucker Carlson va faire le contraste. Les États-Unis et les pays poubelles en gros. Le reste du monde, on les laisse s'entretuer. On ne s'en occupe pas. C'est ce qu'il dit Tucker Carlson. L'USA, c'est un pays glorieux. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à comparer les États-Unis à ces endroits, car il y a beaucoup de nationalisme à gérer, fin 2018 et 2019. Je ne retire pas ce qui a été enseigné, mais si vous ne faites pas de contraste, si vous pensez que les oligarques russes sont les mêmes qu'Elon Musk, ce que vous avez, c'est une pipeline de l'aide gauche vers QAnon. Tout cela a un impact sur la façon dont nous voyons l'égalité des genres aujourd'hui. Raymond.
I'm really sorry. I should have written down Je my suis vraiment question. désolée, This is j'aurais dû Philippines. écrire ma question car je l'ai oubliée. That's fine. It might Peut-être come qu'elle up. reviendra. I'll say, make one last Je vais faire une point. dernière remarque, un dernier exemple. George Bush George Bush. recently had a little bit of a Récemment, slip-up when il he a talked eu un about lapsus the horrific lorsqu'il a illegal, parlé de la formidable invasion invasion of a illégale d'un sovereign pays country, souverain, l'Irak. Iraq. He meant Il to voulait say dire Ukraine, and he Ukraine, said il a dit Iraq. Irak. Deep in his Au fond brain, de he son must have been cerveau, thinking about il how, devait penser, I would suggest, je about suggérais, his own à sa propre histoire 2003 problématique de 2003. problematic history. And it's so easy to jump on that and say, yes, Et he's responsible for the same je dirais oui, il est très facile de dire, de sauter dessus, de dire oui, il est responsable de la même chose que Vladimir Poutine. Ce que Vladimir Poutine fait en Ukraine, George Bush l'a fait en Irak. C'est bien comme comparaison. Josephine, and then I'll come back to that point. C'est bien de faire des comparaisons, mais nous ne devrions pas oublier de faire des contrastes. Joséphine, I was just going to mention about Steve Bannon. j'allais dire quelque chose sur Steve Bannon et la guerre culturelle qu'il mène quand il dirigeait la campagne de Donald Trump. Et c'est ce que fait la gauche. Ils combattent en fait la guerre des cultures. Est-ce correct ou non? Oui, il y a cette guerre culturelle, mais l'aile gauche ne représente que l'extrême gauche. Il existe de nombreuses voix au sein de la gauche qui les combattent. L'une d'entre elles a écrit un très bon article la semaine dernière car elle s'est battue avec The Grey Zone dans le New Statesman. Je n'ai pas d'abonnement avec eux, mais j'ai pu ouvrir l'article, il était gratuit. Il est écrit par Paul Mason, il s'intitule alors, la gauche devrait se faire le champion de l'action de l'État et de la communauté pour remettre en question la vie de ses propres franges pro-Kremlin. Paul Manson est plutôt de gauche. Il se bat actuellement contre The Grey Zone pour leur soutien au Kremlin. Ce n'est pas toute l'aile gauche, mais il y a cette guerre culturelle. J'espère que le fait d'aborder ce sujet ne compliquera pas trop les choses pour les gens. L'aile gauche a toujours la réponse, elle a le point de vue de l'égalité, mais cette égalité doit être comprise correctement. Tout d'abord, reconnaître l'inégalité, où l'inégalité existe. Est-ce que c'est bon, Joséphine? Yeah, that's good. Thank you. Je ne veux pas que vous pensiez que l'extrême gauche représente toute l'aile gauche. Ce n'est certainement pas le cas. Paul Manson a écrit un bon article sur la désinformation de l'aile gauche et le Kremlin. Je le ramène à la guerre d'Irak. Alors Saddam Hussein, il prend le contrôle de l'Irak. Il s'assied dans une pièce où se trouvent une centaine de membres de son propre parti politique, le Baas. Il commence à raconter l'histoire d'une conspiration qui, selon lui, existe au sein de son propre parti politique pour l'évincer du pouvoir. Il se met à pester contre son parti politique. Il a ensuite traîné à l'avant de la pièce un homme qui, de toute évidence, a été torturé jusqu'à l'extrême limite de sa vie. Et cet homme torturé commence à crier dans la salle que cette conspiration contre Saddam Hussein était vraie. Il cite ensuite des noms des membres du parti baathiste qui auraient fait partie de cette conspiration visant à renverser Saddam Hussein. Qu'il y ait eu ou non un tel plan pour l'évincer du pouvoir. Alors qu'il prononce leurs noms, les gens entrent, des soldats attrapent l'homme
qui l'appellent et le traînent dehors. Il continue d'appeler des noms jusqu'à ce qu'environ 50 des 100 membres du parti aient été retirés de la pièce. À ce stade, les 50 derniers sont désespérés. Ils crient de leur siège qu'ils soutiennent Saddam Hussein, le suppliant de les croire qu'ils le soutiennent, qu'ils n'essaieraient jamais de l'évincer. Ils ont peur que leur nom soit le prochain sur les lèvres. Saddam Hussein dit « Ok, vous voulez me soutenir, prouvez-le ». Il fait alors venir donc des soldats qui tendent des armes à ces 50 membres restants et leur dit « Si vous voulez me soutenir, vous sortez, vous tirez, vous tuez les membres du parti que j'ai fait sortir ». Et il les a obligés à le faire. Ils auraient pu choisir de ne pas le faire, ils auraient, j'en suis sûre, été assassinés également s'ils ne l'avaient pas fait. Ce n'est pas l'Ukraine. Ce n'est pas une remarque raciste qu'un Irakien n'est pas égal. La vie n'est pas égale à celle d'un citoyen ukrainien ou que les États-Unis ont fait ce qu'il fallait en Ukraine. Ce n'est pas le cas. Mais si vous ne contrastez pas, suis-je triste qu'il ne soit plus au pouvoir? Non. Mais Saddam Hussein n'est pas Zelensky et Zelensky n'est pas parfait. Nous devons comparer et contraster. Ce que les États-Unis ont fait était mal. Je pense que ce qui motivait les États-Unis n'est pas la même chose que ce qui motive Poutine. Ce qui motive Poutine n'est pas la même chose que ce qui motive George Bush. De plus, Poutine est toujours au pouvoir, ce qui n'est pas le cas de George Bush, c'est un autre contraste. George Bush a fait face à de nombreuses critiques de la part de son pays et les citoyens qui l'ont critiqué ne pourrissent pas dans une cellule de prison. Ceux de Poutine le sont. Vous devez comparer et contraster. Si vous voulez dire que les États-Unis sont identiques à la Russie et que l'Irak est identique à l'Ukraine, vous devez comparer et contraster. Cela ne vous rend pas nationaliste. Vous ne justifiez pas les erreurs des États-Unis, mais vous placez les choses dans une perspective qui vous permet d'intervenir et de traiter correctement le sujet de l'égalité des genres. L'Afghanistan est un autre exemple. Je sais que je traite de sujets profondément douloureux et sensibles et je suis consciente du danger profond d'être mal comprise. Et je ne veux pas que je sois mal comprise. J'espère que vous allez m'accorder le bénéfice du doute si vous pensez que je dis quelque chose de profondément problématique. Mais pour prendre du recul et adhérer à nos propres règles prophétiques, comparer et contraster, comprendre le test que représente le genre aujourd'hui. Et je peux continuer à me répéter, le genre et le test, le genre et le test. Hillary Clinton était la candidate, la solution. Je peux continuer à le répéter, mais ce n'est pas un fait en soi. C'est un fait avec des preuves à l'appui. Et c'est un fait que, s'il est bien compris, a des implications profondes sur toute notre vision du monde. Il ne s'agit pas de l'accepter comme un fait. Il s'agit de comprendre pourquoi il en est ainsi, pourquoi le genre est le test. Pas parce pas qu'il le soit, mais pourquoi il l'est, pourquoi Clinton était la solution. Pas qu'elle était la solution, mais pourquoi elle l'était. Mais pas parce que c'est une femme. Vous n'auriez pas pu mettre Ilhan Omar dans cette position en 2016 et dire la même chose. Dieu sait pourquoi il a identifié Hillary Clinton avec Ipsos. Nous reviendrons sur ce sujet la semaine prochaine. La semaine prochaine, je veux revenir aux conservateurs, au paléoconservatisme et ce que ça signifie et d'où vient-il. Si vous agenouillez avec moi. Cher Seigneur, parfois on a l'impression de plonger dans des ténèbres. Ces sujets sont douloureux, ils sont horribles. La souffrance sur cette planète est horrible. Une grande partie de la souffrance des femmes se passe derrière les portes closes, est réduite au silence et honteuse, est considérée comme privée, un sujet, une affaire de famille.
relatives à la culture. Je prie qu'en enquêtant sur ces sujets, nous soyons préparés à la loi du dimanche. Lorsque elle rentre en conflit avec une pensée qui s'est peut-être développée au cours des nombreuses années, au cours des dernières années, que nous nous améliorons dans le tri des sources, que nous prenions soin de gérer les événements extérieurs, le monde extérieur dans son ensemble, mais aussi en interne, la manière dont nous traitons les femmes dans ce mouvement, la façon dont nous traitons les questions de genre, tous ces sujets au sein de ce mouvement, la manière dont nous nous rapportons aux pratiques culturelles au sein de ce mouvement, que nous les faisons à la lumière d'un message prophétique pour que nous soyons préparés en tant que mouvement, en tant que groupe à un nouveau royaume, pour laisser derrière nous ce qui est en conflit avec ton gouvernement. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à faire ces choses dans l'unité, en tant que groupe, se soutenant mutuellement. Je prie au nom de Jésus. Amen.